Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une troisième vidéo consacrée à la partie combat de Oathsworn Into the Deepwood, juste avant le Kickstarter de reprint. Donc vous êtes allé au bout de la partie story, on vous a dit de sortir la feuille de monstre, et il s'est passé plein de choses, vous avez gagné des tokens, vous avez perdu de la vie, vous avez préparé la rencontre ou vous n'avez pas réussi à la préparer et le monstre va vous tendre une embuscade. Donc c'est un jeu qui joue sur des hexagones. C'est un jeu qui joue déjà, très important, j'aurais peut-être dû le dire dans l'intro, forcément avec 4 personnages. Donc, il va falloir jouer 4 personnages. Les persos sont assez complexes. Relativement complexes à jouer. Donc il y a un moyen de jouer des persos simplifiés. Donc ici j'ai fait volontairement le même personnage en version normale et en version simplifiée. Donc, au lieu de gérer toute une main de cartes, des points d'action, 6-8 points d'action avec des petits coups, vous avez 2 points d'action. Pour un point d'action, vous pouvez bouger de 4. Un point d'action, vous pouvez faire une attaque. Ou un point d'action, vous pouvez déclencher un de vos 2 sous-pouvoirs. C'est tout ce que vous avez pour cet ennemi-là. Vous n'avez pas de carte de défense. En contrepartie, il est un peu plus fort. Il a un score de défense plus supérieur. Alors, vous allez dire... Et vous allez me dire que il peut pas être aussi fort qu'un perso normal, et c'est complètement vrai. Il est forcément, il va équiper des objets aussi, mais il est forcément beaucoup plus faible qu'un perso normal. C'est absolument, impossible de faire autrement. Mais il est beaucoup plus gérable. Alors, comment c'est géré? La difficulté de la rencontre, elle change pas. Mais en vrai, le jeu est plus simple que ce qui ne paraît dans les tout premiers scénarios. Dans les tout premiers scénarios, vous allez être un peu submergé par vos cartes, vous allez un peu galérer. En fait, le jeu est pas si punitif et si compliqué que ça si vous analysez la situation. C'est un jeu qui vous donne beaucoup d'informations sur ce que va faire l'ennemi. Je vais vous le montrer tout à l'heure, contrairement à je sais pas, Gloomhaven, ou c'est comme si vous jouez, ou même Kingdom Death Monster. Si vous jouez à Kingdom Death Monster, c'est comme si vous jouiez en permanence avec les objets qui permettent de tricher et de savoir ce que le monstre va faire. C'est pas pour tricher, mais c'est voilà. Donc si vous analysez très très bien, très précisément ce qu'il va faire, la réaction, vous pouvez orienter ça sur un perso qui va pouvoir se défendre, qui va pouvoir encaisser, qui a suffisamment de points de vie ou suffisamment de défense, je disais. Le jeu est en fait pas si punitif que ça. Si vous jouez n'importe comment, en revanche, si vous optimisez pas, donc si vous n'avez pas un groupe qui optimise et qui joue pas, même pas n'importe comment, mais qui joue un peu à la légère, genre YOLO, j'attaque, tant pis, on verra bien ce qui va se passer. Si vous n'avez pas de carte de défense au moment où vous allez vous faire taper, vous pouvez vous faire vous pouvez même vous faire one shot par un ennemi. Donc tout ça, ça se planifie, faut pas prendre des risques inconsidérés, etc. Vous pouvez quand même tomber. Il y a 2 moyens d'augmenter la difficulté. Premier moyen, c'est de diminuer le nombre de points de vie que vous allez avoir. On a joué par exemple le premier scénario à 4 points de vie. On a tous fini à 1 point de vie. On a décidé de prendre un peu de sécurité. On fait tous les scénarios à 5 points de vie au lieu de 6. Donc ça augmente un petit peu la difficulté. Et c'est ça. L'avantage, c'est que si vous êtes éliminé, vous continuez à jouer. En fait, l'un de vos alliés, de votre pool d'alliés que vous avez recruté pendant les scénarios précédents, qui a des stades de combat, parce que vous avez des alliés qui n'ont pas de stade de combat, vient et continue le combat. Donc vous pouvez continuer le combat. Voilà. Si les 4 Oathsworn sont morts, sont KO, le scénario est perdu. Il faut le rejouer en fait. C'est comme ça. Bon, franchement, je vois pas trop. Bon, c'est compliqué quand même que tout le monde, voilà, parce que les gens qui arrivent, ils arrivent, ils foncent. Alors ce sont des alliés qui ressemblent un petit peu à ce format-là, même encore plus simplifié. Mais bon, ils font des attaques, hein, ils font des dégâts, ils peuvent se prendre des coups, alors s'ils meurent, eux ils meurent vraiment, etc. Le deuxième moyen pour augmenter la difficulté, entre guillemets, c'est que normalement, si vous tombez à 0 point de vie, vous mettez une carte blessure dans votre main.
de départ. Cette carte blessure, dès que vous la voyez, il faut la poser. Et bon, bah, quand vous la posez, ça fait un effet. Par exemple, un saignement, oh là là, pouf, à chaque fois que vous la posez, vous allez perdre un point de vie, éventuellement. Ou alors, c'est conditionnel, vous allez perdre un point de vie si vous n'arrivez pas à faire ça. Donc ça vous donne des contraintes supplémentaires en jeu, ces tours-là. Par exemple, oh, vous avez une jambe, vous avez eu la jambe cassée qui est mal cicatrisée. Le tour où vous le posez, bah, vous déplacez, vous coûte 2 au lieu d'un par case. Voilà. Donc là, ces cartes-là, elles viennent en jeu que si vous tombez à 0 point de vie. Pour augmenter la difficulté, il y a un mode hardcore qui a 2 conséquences. Première conséquence, si vous tombez à 1 ou 2 points de vie à la fin de l'encounter, vous prenez une blessure. Donc vous n'avez pas besoin de tomber à 0. Et deuxième conséquence, si vous tombez à 0 point de vie, votre personnage est définitivement mort. Et il faut changer de personnage. Donc il y a 12 personnages. Si vous finissez que vous avez plus de perso, bah, la campagne elle est perdue, quoi. Voilà. Bon, il y a une alternative qui n'est pas mentionnée, mais je pense qui est peut-être intéressante à jouer, c'est de faire pas la mort définitive, mais si vous finissez entre 0 et 2 blessures, ben vous prenez une blessure. 0 et 2 points de vie, vous prenez une blessure. Il y a des moyens de les soigner, ces blessures, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais ça peut permettre d'augmenter un peu la difficulté. Je le proposerai peut-être au scénario suivant. À mes joueurs, à mes autres joueurs. Donc voilà, donc il y a des moyens éventuellement de contrer un peu ce jeu que je trouve trop facile, mais qui est trop facile aussi parce qu'on est un groupe de joueurs qui jouent beaucoup à ce genre de jeu et qui sont très expérimentés. Assez expérimentés, quoi. Voilà. On essaye de... Bon, quand quelqu'un fait une action un peu hyper risquée, on le regarde en lui faisant les gros yeux, quoi. Il faut dire ce qui est, s'il peut nous faire perdre, etc. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de difficulté, c'est que ça dépend énormément de l'expérience des joueurs. Ok, bah maintenant, on va dire que vous allez jouer un personnage. Donc ce sont des hexagones. Ça rend les choses un peu plus compliquées que ce qu'on a l'habitude avec des cases, entre guillemets. Il y a des petits réflexes, surtout pour les lignes de vue. Je vais pas rentrer dans les détails de la ligne de vue, mais qui sont un peu bizarres. On se déplace à chaque fois que vous... Alors, vous commencez avec 0 point d'action, ça s'appelle l'animus, et au début du tour, du round, vous allez régénérer autant que votre valeur de régène. Donc ici, je vais récupérer 6 points d'action. Avec un point d'action, déjà, je peux me déplacer d'une case. On ne peut pas traverser les alliés ou les ennemis, bien entendu, sauf effet spécial. Donc dans n'importe quelle case. Et il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Donc vous pouvez tout à fait tourner autour d'un monstre sans qu'il vous attaque, comme dans certains jeux. Donc ça coûte un point d'action. Vous prenez un point d'action et vous le mettez là. Donc le maximum d'animus sert, si vous avez gardé des points à la fin d'un tour, bah, votre régène vous permettra éventuellement de monter à 8 et faire un plus gros tour le tour suivant. Donc vous pouvez faire ça. Deuxième chose qu'on peut faire avec ces points d'action, c'est de jouer nos cartes. C'est les actions spéciales qui sont 100% liées à notre personnage. Tout le monde, on joue tout le temps avec 7 cartes actions. Qu'on va pouvoir éventuellement personnaliser au fur et à mesure de la montée des niveaux. Vous allez quoi qu'il arrive, débloquer toutes les cartes, et au moment de partir au combat, bah, il faut choisir avec lesquelles vous allez partir. Il y a certaines contraintes, je vais vous expliquer. Donc ici, par exemple, vous voyez le chiffre en haut à gauche, bah, jouer cette carte-là, la charge, vous coûte 4 points d'anima, 4 points d'action. Donc bah, vous prenez 4 points, et vous les mettez là, et vous faites l'effet. Ensuite, le cœur du jeu, c'est quoi? C'est que ces cartes-là, en haut à droite, elles ont un chiffre 1, 1, 2, 3. En fait, vous avez une 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Et quand vous faites des échanges pour modifier votre deck, il faut garder toujours cette répartition. Quand vous jouez une carte, vous appliquez son effet et vous la posez dans la section, qui n'est pas cette section-là, qui est la section correspondante. Vous voyez, en bas 0, à gauche 1, en haut 2, 3, à droite. La prochaine fois que je joue une carte, je fais son effet, je la pose à l'endroit. Donc là, il faut que je vous trouve une 2, voilà, et que je joue cette carte-là
Les cartes qui sont posées là, elles sont plus accessibles. Donc dès que je le fais, je prends toutes les cartes qui étaient là et je les fais basculer dans le niveau d'avant. Les cartes ne bougent pas automatiquement. Il y a des gens qui croient que les cartes... Donc, c'est un jeu où il faut apprendre, on va dire, comment gérer le flux et le rythme de la dépense de ces cartes. C'est très important. Une fois qu'une carte arrive à 0, au début du round suivant, bah vous allez la reprendre dans votre main. Deuxième utilisation des cartes. Si vous regardez tout en bas, il y a une valeur de défense. À chaque fois que vous faites attaquer, vous pouvez jouer une carte en défense avant de savoir combien l'ennemi va faire de dégâts. Et ça va booster votre défense. Votre défense de base, elle est liée à votre armure, votre bouclier, ce que vous avez. Ici, j'ai 2 d'armure, parce que j'ai une armure de cuir abîmée. Et donc, voilà. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment pas faire d'attaque si vous n'aviez pas de carte de défense en main. Donc déjà, quand vous jouez cette carte-là, s'il y avait une autre 3 ici, eh ben, elle était à son tour, hop, posée, déplacée. Donc c'est un moyen supplémentaire de faire tourner ces cartes, de jouer les bonnes cartes de défense au bon moment. Mais en gros, les dégâts que vous allez, les points de vie que vous allez perdre, les points de vie que vous allez perdre, c'est... Alors, vous prenez le nombre de dégâts que vous allez prendre et vous divisez par votre défense. Donc si votre ennemi, excusez-moi, vous faites 10 dégâts par exemple, que vous avez 2 en défense, vous perdez 5 points de vie sur 6. Si vous jouez une carte de défense plus 3, bah, au lieu de perdre 5 points de vie, bah, vous avez 5 en défense et vous perdez que 2 points de vie. Les cartes de défense, ça change tout à cause de la division. Donc on divise par le nombre et on arrondit en dessous. Donc par exemple, si on vous fait 5 dégâts et vous avez 2 de défense, vous perdez 2 points de vie. Donc il faut des nombres, enfin c'est modulo entiers de la valeur de dégâts. Donc ça demande à la fois pour le rythme de jeu de ces cartes, plus la défense, etc. Ça demande pas mal de planification et c'est un jeu très tactique en fait. Beaucoup plus tactique. C'est un des jeux les plus tactiques de ma collection, quoi, avec probablement Gloomhaven. C'est différent de Gloomhaven puisque dans Gloomhaven vous avez un épuisement, on va dire, inéluctable quasiment. Là, si vous faites vos rotations suffisamment bien, je vais jouer ceci, là, et vous pouvez récupérer toutes vos cartes plus que les 2 fois standard enfin, bon, c'est un peu différent. Il n'y a pas d'auto-épuisement complet comme dans... Bon, l'épuisement, c'est le nombre de points de vie que vous allez perdre, certes, mais voilà. Donc tous les persos ont un pouvoir spécial, ont droit à 2 armes, enfin 2 mains d'armes, donc une arme à 2 mains ou 2 armes à 1 main, une armure et un équipement spécial. Ces cartes-là, elles ont soit aucun pouvoir comme ça, et là cette carte-là, je l'ai sortie, elle n'est pas dans ma main parce que je la jouerai jamais, ça m'a donné ma valeur de défense, mais je peux avoir ici des effets. Celle-ci, il y a une main, c'est une interruption. Quand on vous fait des dégâts, après avoir vu les dégâts qui ont été faits, je gagne un d'armure. Donc l'épée courte, par exemple, elle permet de se donner 1 point d'armure après. Donc savoir si ça nous fait passer un seuil, si ça vaut le coup de la jouer, etc. Une fois que je la joue, si vous regardez en haut à droite, c'est marqué 3, mais ça ne fait pas de battle flow. Donc les armes, vous les prenez et vous les mettez. Bon, elles sont pas à la bonne taille, je sais pas pourquoi, mais vous les mettez ici et ça fait pas battle flow cette carte-là, ça la décale pas. Donc il faudra mettre une autre carte ici et la mettre. On peut pas complètement se retrouver coincé à 100%, parce que vous avez une carte 0 que vous récupérez tous les tours, donc vous allez la jouer et automatiquement vous allez la récupérer, qui permet pour 1 point d'animus de battle flow une autre carte. Donc là par exemple, soit j'attends que celle-ci elle revienne dans ma main, donc d'avoir joué une carte 2, puis une carte 1, puis qu'ensuite elle passe à 0, elle revienne dans ma main le tour d'après, je rejoue ici, et je fais ça. Je peux battle flow cette carte-là pour la faire revenir avec celle-là, par exemple. Ou battle flow celle-ci, hein, voilà.
Donc il y a vraiment du jeu, hein. Il y a vraiment du jeu, il y a de la réflexion, il y a de la tactique, c'est assez intéressant. Donc ça c'est l'ennemi de base, c'est pas un spoiler, c'est le premier, on le voit partout, il est vraiment partout. Et je vais pas retourner sa carte là, mais hop, on joue avec sa carte. Donc il a 15 cartes d'IA, divisées en 3 niveaux, 5 cartes niveau 1, 5 cartes niveau 2, 5 cartes niveau 3. Et globalement, les 2 sont plus puissantes que les 3. Et il y a un autre événement, vous le verrez, qui permet de, éventuellement, si on l'énerve trop, par exemple, il peut passer au niveau 2 avant le passage naturel, c'est-à-dire à 5, sa dernière carte. Il possède des locations, des endroits, l'arrière, le flanc, devant, qui vont déjà servir à certaines attaques directionnelles. Par exemple, je sais pas, vous avez un assassin, il a un bonus quand il tape dans le dos avec une de ses cartes. Hop, donc si vous tapez la case de dos, le positionnement compte et ça va vous donner un bonus. L'autre effet, c'est quand vous cassez un dé, déjà vous voyez, il y a un petit symbole ici. Ça c'est tous les monstres, hein. C'est dans la règle, c'est expliqué dans la règle. L'exemple de la règle utilise cette feuille là pour vous la montrer. Donc si vous lisez la règle, vous aurez besoin de voir cette feuille là. Je vous montre pas la règle de règle spéciale justement pour pas vous spoiler. Et ici, par exemple, ça va faire que toutes ces attaques de morsure vont être moins fortes. Il va avoir une carte, il va taper moins fort en gros. Mais il se passe un truc qu'il faut réfléchir. C'est que quand on détruit un dé complètement, il s'énerve, il joue la carte qui est au-dessus du paquet, et il la joue pas dans la règle de sélection normale. Donc normalement on peut savoir ce qu'il va faire. Pas dans la règle de sélection normale, genre celui qui est le plus loin, celui qui est le plus près, c'est celui qui l'a énervé, celui qui lui a cassé son dé. Donc il faut choisir ces moments où on casse son dé. Et il faut pas, par exemple, le faire trop tard dans le tour, parce que, ok, celle-ci, lui, il va la déclencher en la cassant, mais cette carte-là, on l'aura pas vue. On va la retourner tout de suite, certes, mais si on n'a pas d'action, si on n'a plus personne n'a de point d'action pour gérer qui est-ce qui va se faire taper en se plaçant bien, le mec qui est trop faible et qui s'était mis trop près, si par hasard, entre guillemets, c'est lui la cible de la nouvelle carte, il va prendre cher, hein. Et s'il s'est pas préparé pour prendre cher, voilà. Donc ça, c'est toute une partie de la tactique qui est assez importante et qui fait que quand on analyse beaucoup le jeu peut être trop simple en fait. Voilà. J'essaye de voir ce que j'aurais. Alors, je vais parler du système de chance. Vous voyez, il y a des dés et des decks. Les ennemis utilisent forcément les decks. Donc il y a 4 niveaux de dés, blanc, jaune, rouge et noir. Donc dans chacun de ces paquets, il y a l'équivalent de 3 dés. C'est pour ça que c'est pas comme dans Gloomhaven, vous n'avez pas de mélange. Pour mélanger, il faut arriver au bout du deck. En tout cas pour les ennemis, il faut aller au bout du deck. Donc il va y avoir le but de ça, c'est on va dire que il peut y avoir des à-coups, c'est-à-dire un coup la personne va prendre beaucoup de dégâts sur une attaque, mais si c'est le cas, le coup d'après, comme les cartes avec les gros chiffres ont été tirées, il va prendre moins de dégâts. Donc là c'est tout simple, on prend les cartes pour les ennemis, on les retourne et on additionne les chiffres qu'on voit et c'est tout. Voilà. Donc là, par exemple, si c'était une toute petite attaque à 2 cartes blanches, je prends 4 dégâts. Je divise par mon armure. 4 divisé par 2 si j'ai pas joué de carte. Je prends 2 dégâts. On voit que là, si j'ai un 3 en main et que je décide de le jouer, je dois le jouer avant, je joue mon 3, et je passe à 5. À 5, je prends 0 de dégâts. Donc ça... Faire le prochain tour à 4 ou à 6 points de vie, ça change vraiment tout. Il faut vraiment faire un petit peu attention. Pour les joueurs, c'est un petit peu différent. On a le choix. À chaque fois qu'on doit lancer un pool de dés, par exemple, on sait que j'ai dans mon pool de dés, j'ai un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. On peut rajouter autant de blancs qu'on veut, mais c'est un peu risqué. Je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que contrairement, donc c'est pas ces cartes-là, parce que ça c'est le deck des ennemis. Le deck des ennemis, on n'a pas le droit d'y toucher, il n'y a que les ennemis qui ont le droit de taper dedans. C'est pour ça qu'il y a des decks ennemis, avec un E, et des decks normaux qui sont partagés par tous les joueurs. C'est pas chaque joueur à son deck. C'est tout le monde, c'est pour ça que là c'est pas c'est pas un distributeur. Ah, c'est un distributeur là, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est des distributeurs, mais on s'en fiche. C'est parce que j'aurais dû faire ça plutôt que ça. Hop. Donc on va pouvoir tenter de manipuler le hasard. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait les dés, ils ont alors 2 faces blanches sur 6 tous, et ensuite ils ont des chiffres. Ils ont alors soit 1, 2, 1, 1, 2 par exemple. Et plus le niveau du dé augmente, plus les chiffres au milieu augmentent. Et il y a une face où il y a 6, où il y a un critique. Et à ce moment-là, mais c'est pareil sur les decks, hein, puisqu'il y a l'équivalent de 3 dés. C'est exactement les mêmes résultats et la même distribution au départ sur ces dés-là. Ok. Si jamais, dans les X cartes que vous avez piochées, on a 2 miss comme ça, bah, l'attaque elle fait 0 de dégâts, c'est raté en fait. Donc certes vous pouvez rajouter autant de dés blancs que vous voulez, mais plus vous lancez de dés blancs, bah, plus vos chances de faire 2 miss est importante. Donc il faut bien réfléchir au nombre de dés que vous avez lancés par rapport au nombre de dégâts que vous avez besoin de faire pour casser le dé qui vous ennuie, ou pour faire suffisamment de dégâts pour passer la défense, etc. Vous avez et vous avez voilà, et vous avez cette face là qui est un critique, ou cette face là ou ce résultat de carte qui fait que vous prenez un dé ou un dé ou une autre carte et vous le relancez. J'ai refait un critique, je le prends et je le fais. Si je fais un miss sur les dés de critique, ça participe pas au nombre de critiques total, donc c'est jamais risqué de déclencher un critique. Et pourquoi je dis que donc on peut manipuler le hasard, c'est que au fur et à mesure des decks, on sait qu'il y en a tant de blancs, de miss qui sont passés dans le deck. Donc là, je sais que j'en ai par exemple plus que 4 sur 16. Donc on peut tenter de manipuler un petit peu le hasard on peut tenter de manipuler le hasard, pardon, et de dire oui, ça vaut vraiment le coup de piocher des jaunes là, parce qu'on est au-delà des probas des dés jaunes, des dés normaux quoi. C'est-à-dire qu'il y a d'un tiers de miss. Là, je suis passé de un tiers de miss à 4/18e quoi. Donc à 4/16e pardon. Donc les probas, elles sont bien meilleures. Certains joueurs, alors déjà, premièrement, ça demande des petites manipulations quand même. C'est-à-dire qu'il faut piocher les cartes, à la fin il faut remélanger le deck, il faut compter un peu ce qui est passé, il faut s'en souvenir. C'est un peu plus lourd que de prendre une poignée de dés et de les balancer. Voilà. J'ai un joueur par exemple qui trouve que c'est un peu triché de manipuler le hasard comme ça. Bon, après chacun fera comme il veut. Les deux options existent. On peut mélanger. On peut par exemple dire avant le combat, je vais lancer 2 dés et je vais piocher une carte de ce paquet-là. Au début, on met un petit peu des coups de sonde. C'est-à-dire on prend un peu dans les paquets quand ils sont neufs pour voir avec les probas de départ. Et ensuite, ça nous donne des infos. Il y a des moyens de remélanger précocement. Ça nous coûte des points d'action. Ça nous coûte une carte et un point d'action. Donc c'est plein de moyens de manipuler le hasard. Mon intention de départ, mon avis de départ était de dire un petit peu, je sais pas pourquoi il y a plein de plateaux ici, était un peu de dire au départ, si le jeu est difficile, manipuler le hasard, on en a besoin de le faire pour maximiser nos chances. Bon, comme il s'avère que le jeu est peut-être pas si difficile qu'on pensait, c'est peut-être moins nécessaire. C'est plus naturel, pour certains c'est plus fun, quoi. Vous prenez des dés, vous les lancez, puis vous voyez bien ce qui se passe. Les tokens nous servent à faire des relances, donc à améliorer énormément nos chances de pas faire de miss, nous servent à améliorer des dés. C'est là où vont jouer tous les tokens spéciaux qu'on a accumulés. Par exemple, ça, vous allez augmenter
de 3 niveaux, un dé, ou de... Vous allez monter de 3 niveaux. Donc par exemple, si je choisis que c'est ça mon pool de dés, bah, je peux transformer ça en plus 3 niveaux, donc lancer un dé noir et ça par exemple. Voilà. C'est des tokens comme ça qui sont hyper importants. Les tokens de défense, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est des tokens qui se jouent après avoir vu le résultat de l'ennemi. Donc on peut savoir, on peut passer des seuils volontairement comme ça, on les dépense pas si on n'en a pas besoin, etc. Donc tout ça, ça nous permet de manipuler un petit peu le jeu et ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, ça sera une question de volonté. Il y a des gens qui disent, par exemple, dans le jeu, qu'ils ne jouent qu'avec les decks. Voilà. Et nous, il se trouve que je pensais qu'on jouerait beaucoup plus avec les decks. J'essaye de m'y mettre un petit peu. Mais c'est plutôt... Mon premier réflexe, c'est de prendre les dés. Et après, de dire, bon, c'est vrai que ça serait bien d'aller taper dans ce paquet-là pour essayer de voir ce qui va se passer. Bon. Et puis ça dépend aussi à quelle distance vous êtes du... C'est tout con, hein, mais... C'est vrai que nous, là, dans la répartition qu'on a sur la table, il y en a 2 qui sont à côté de ça et qui voient plus facilement la répartition. Bon... C'est un peu tout con, c'est pas... et eux, ils ont plus tendance, on a plus tendance à essayer de se forcer à l'utiliser que les gars d'en face qui sont un peu loin, qui se souviennent pas trop, qui ont plutôt tendance à prendre leurs dés et à les lancer, Les probas sont pas si simples que ça à calculer précisément. Enfin, la formule, elle est facile, hein, mais sont pas si intuitifs que ça. Par exemple, voilà. Donc il y a un petit tableau qui est dispo sur BGG s'il y a des gens qui ont besoin de un peu plus de sécurité. Genre si je lance 4D, que j'ai un token de relance, quelles sont mes chances de faire quasiment 0, etc. Alors pour certains c'est de la triche, mais c'est pas des maths, c'est pas genre j'ai 4 chances sur 20 de rater quoi. Enfin je veux dire ça peut finir comme ça, mais quand vous jouez à un jeu type Donjon Dragon, vous avez un D20, vous avez une valeur d'armure à passer, vous passez la valeur d'armure, vous la passez pas quoi. Ça c'est assez facile. Là bah c'est un peu différent quoi. Ça peut aller vite de prendre un dé en trop et de passer de 60% ou 70% à 40% par exemple. Et parce que vous n'avez pas de token de relance, que vous allez lancer un dé en trop. Donc, bon, il y a une petite aide pour tricher. Si c'est pas pour tricher, hein, mais voilà. C'est pas un jeu qui... Alors, est-ce que c'est un jeu qui est complexe? C'est peut-être ça qu'il fallait que je dise aussi. Est-ce que c'est un jeu complexe qui demande beaucoup de règles? C'est moins complexe qu'un Midara, par exemple. Il y a moins de petites règles. Mais c'est un peu plus velu, on va dire, moins alors, le mot anglais c'est streamline, mais simplifié c'est pas non plus exactement ça. On va dire moins simplifié qu'un Drunagor par exemple, qui a décidé volontairement de retirer certaines parties du jeu qui sont complexes, les lignes de vue, les portées sont simplifiées, etc. Drunagor a choisi cette option-là. Là, c'est un petit peu entre les deux, mais avec une grosse partie tactique, quoi. C'est pas le combat de... c'est un vers de folklore qui est peut-être trop simplifié pour certains, quoi. Là, le combat est intéressant. Donc la question que je vous posais dans la question 2, enfin que je me posais, est-ce que ça vaut le coup si on fait que la partie combat? Peut-être en augmentant la difficulté et qu'il ne faut vraiment pas aimer du tout la partie histoire. Je peux pas répondre. Déjà, j'ai du mal à répondre pour moi, alors répondre pour vous, c'est pas facile. Voilà. Je vous ai pas tout présenté, mais j'ai peut-être fait déjà plus long que ce que je pensais au départ, mais je pense que ça vous donne je suis pas rentré dans le détail des règles, hein, bien entendu, parce qu'il y a plein d'effets, mais ce qui est important à se rappeler, c'est cette espèce de rotation des pouvoirs, qui, le premier scénario, on va dire, vous allez vous retrouver, ah, mince, mais si j'avais joué ça avant, le tour d'avant, où il y a 2 tours, je l'avais pas placé là, mais j'avais fait ça, ça et ça, j'aurais récupéré une partie de mes cartes, etc. Bon, c'est quelque chose qui s'apprend, et voilà. Donc les persos
sont vraiment différents les uns des autres, d'après ce qu'on a vu. Alors nous, on a joué qu'avec 4 personnages différents, on n'a pas changé. On peut changer en théorie. Déjà, on peut passer d'un perso simplifié à un perso complet entre 2 scénarios. C'est pas très important, il n'y a pas d'éléments concrets, enfin il n'y a pas de truc qui l'empêche. Et on peut également changer de personnage quand on veut. Il y a un système de niveau automatique de toute manière. On gagne pas de l'XP, genre vous avez tué 3 monstres, c'est vous qui avez gagné 3 XP. C'est à la fin du combat de la story 1, tout le monde gagne ça. À la fin du story 2, tout le monde gagne ça, etc. Tout est très balisé. Donc on peut facilement reconstruire à part les objets. Donc il faut avoir stocké un peu d'objets, sinon on commence avec des objets niveau 1, ce qui n'est pas forcément très grave. Il y a énormément d'objets dans le jeu, en vrai, mais parce qu'ils sont... C'est une partie qu'on peut critiquer, je pense. Vous avez 21 paquets d'objets communs, 21 paquets, donc avec beaucoup de cartes, une 15-20 cartes par niveau, et des objets uniques, un peu spéciaux, qui sont de, je crois, 6 par niveau ou 5 par niveau. Mais il y a un effet que tout le monde n'aimera pas, c'est qu'à la fin de chaque combat, il faut détruire un objet. Parce qu'il s'est abîmé pendant le combat, il faut le détruire. Il va falloir donc obligatoirement racheter des objets à la fin du combat. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de granularité suffisante pour faire 21 types d'objets différents. Donc par exemple, pendant les 5 premiers scénarios, ma dague, c'était la même, quoi. 5, voire plus que ça. Bon, elle était de plus haut niveau, parce que j'ai dû en racheter une à chaque fois. Je suis pas convaincu à 100% de cette mécanique-là. Bon, il nous aurait fait perdre de l'or. Alors, globalement, ça aurait été pareil, puisque on a quasiment accès à chaque... Bon, peut-être qu'il y a des scénarios où on n'aura pas accès à la boutique, mais en dehors de ça, voilà. Et quand on tombe KO, on perd 2 objets au lieu d'un. Donc ça, c'est un bon truc pour nous inciter à pas tomber, quoi, par exemple. Donc même si on n'utilise pas la mort définitive. Bref. C'est un système, ils auraient probablement pu faire avec moins de cartes. Il y a des centaines de cartes, je sais pas combien il y en a, mais il y a vraiment énormément de cartes objets. Je pense qu'ils auraient pu faire un système un peu plus simple sur les objets. J'y crois moyennement à ce système-là. Il gêne pas le jeu, hein. Vous rachetez, vous revendez des objets, vous rachetez, ça fonctionne globalement. Voilà, ça fonctionne très bien, hein, mais bon, je voyais moyennement l'intérêt de... Bon, oui, il y en a 5 des objets. Je vois moyennement l'intérêt du système, pour être honnête. Je pense qu'ils auraient pu faire plus économe avec moins de cartes. Peut-être qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas, hein, sur ce besoin-là, pour, on va dire, c'est un moyen de faire perdre de l'argent aux joueurs. Voilà. Mais peut-être que si on leur avait pas donné, on n'en aurait pas besoin. Il y aurait des... Parce que est-ce que c'est vraiment un choix? Je perds un objet, mais alors, peut-être que si on est équipé tous d'objets uniques, sur tous les endroits, bah là, il faudra vraiment sacrifier, peut-être plus tard, il faudra vraiment sacrifier à chaque fois un objet unique. Et là, ça va nous embêter. Peut-être que... Alors, certains vont pas aimer, mais peut-être que ça va créer un peu de jeu. Tant que je peux détruire un objet... Tant que je peux détruire un objet, que je peux racheter dès que je vais aller en ville. Voilà. Surtout que, bon, normalement, ça nous coûte du temps et de l'argent d'aller au marchand. L'équipe a des bonus. Je veux dire, achète des sortes de compétences d'équipe. Bon, la première qu'on a pris, c'est d'aller voir le marchand gratuitement et quand on veut. Et donc, quand on fait ça, on envoie un coursier qui va nous faire nos courses, qui nous vend les objets et qui va nous racheter les autres et qui nous les ramène. Ça nous coûte rien, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc, c'est même plus une contrainte. Bref, je vais arrêter de penser à tout ça. Donc, jeu de bataille de boss. Les boss sont très différents, sont assez différents, très différents les uns des autres pour l'instant, de tous ceux qu'on a fait. Donc on en a fait une dizaine. Et le jeu fonctionne très bien. C'est bien moins détaillé qu'un Kingdom Death Monster dans l'IA. Je veux dire, achète des sortes de compétences d'équipe. Bon, la première qu'on a pris, c'est d'aller voir le marchand gratuitement et quand on veut. Donc c'est même plus une contrainte.
Mais ça fait le job que... Enfin, c'est là pour faire un combat ou 2 combats, et c'est très bien, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est tout pour Oathsworn. Je ferai peut-être une vidéo sur la campagne, sur les différents add-ons, pour dire ce que j'en pense, mais mi-octobre, quoi. Ce que je vous conseille, ce que je vous conseille, c'est un bien grand mot, mais ce que je trouve pertinent ou pas, mais sinon je le ferai sur le forum, comme je le fais d'habitude. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.